Soyez bienvenus, merci de votre fidélité à International, l'émission TV5 Monde, RFI, émission réalisée conjointement avec notre confrère Le Monde. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une tragédie, celle d'Alep, la deuxième ville de Syrie, où actuellement quelques 40 000 personnes, 40 000 civils, attendent toujours d'être évacués. Notre invité aujourd'hui est professeur à Sciences Po, à Paris, Jean-Pierre Filiou. Merci d'être avec nous. Merci. Vous avez également été diplomate en poste en Syrie. Vous avez effectué une vingtaine de séjours dans le pays. Vous avez rencontré El-Assad, père et fils. Vous pourrez nous parler de leur psychologie, du jeu de rôle qu'il y a donc dans ce pays. Question que nous vous poserons avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad, mon confrère du Monde. Avant de vous entendre, je voudrais que nous revenions pour comprendre ce qui se passe actuellement dans cette deuxième ville du pays, que nous revenions sur les 5 années depuis le début du soulèvement, dans ce qu'il était convenu d'appeler une forme de printemps arabe, jusqu'à la tragédie qui s'y déroule aujourd'hui. Difficile en voyant ces images d'imaginer ce qu'était Alep il y a 5 ans. Un centre économique et la ville la plus peuplée de Syrie. Dans cette cité où les sunnites sont majoritaires, quelques manifestations anti-gouvernement éclosent en 2011, mais elles ne sont pas massivement suivies. Alep est à l'époque coupée en deux symboliquement, à l'ouest des quartiers plus aisés, peu impliqués dans la révolution, à l'est des quartiers populaires, opposés à Bachar al-Assad. À l'été 2012, la coupure se concrétise, des rebelles armés s'emparent de l'est de la ville. Alep s'enfonce dans la violence pendant 4 ans. Forces rebelles et loyalistes avancent et reculent quartier par quartier. Les coalitions se font et se défont. En 2015, après avoir repris la ville de Homs, le régime se concentre principalement sur Alep pour libérer un axe vertical stratégique. Soutenue par l'aviation russe, l'armée syrienne intensifie ses bombardements à l'été 2016. Des crimes de guerre sont signalés. En quelques mois, il ne reste plus aucun hôpital à Alep. L'ONU négocie une trêve humanitaire en octobre. Elle ne durera que quelques heures. Depuis, toutes les négociations internationales pour l'arrêt des combats et l'évacuation des civils ont systématiquement échoué. Jean-Pierre Filiou, on le disait, le nom de cette ville peut-être restera dans l'histoire, comme d'autres villes, comme Srebrenica par exemple, autour de ce qui s'y passe actuellement. Quelle est l'ampleur de la tragédie, d'après les informations qui sont les vôtres aujourd'hui ? On ne peut pas la mesurer exactement, vu qu'on n'a pas un accès indépendant et fiable sur place. On a des échos assourdis de ce qui est peut-être un des grands massacres de cette époque. Mais je voudrais revenir sur la chronologie qui nous a été proposée, pour insister sur 3 points, si vous me permettez. Le premier, c'est que en janvier 2014, les révolutionnaires qui tenaient l'est d'Alep ont expulsé les djihadistes de Daesh. Ils ont vaincu Daesh. Non seulement vaincu, mais expulsé. Que c'est donc une ville qui était libérée des djihadistes qui a été soumise à l'acharnement des bombardements que l'on décrit. Le deuxième point, c'est que ce qui à Alep était insupportable pour le régime Assad, c'est que des Syriennes et des Syriens s'organisent. J'ai pu le voir sur place avec des services publics, on passait les épreuves du baccalauréat. Il y avait donc un début d'alternative civile au régime Assad. Et c'est ça qui était insupportable. Et le troisième point, c'est que Alep a été reprise, reconquise, non pas tellement par l'armée syrienne, qui est dans un état assez avancé de décomposition, mais par les Russes, avec des bombardements qui ont violé toutes les normes du droit humanitaire, mais aussi par des milices, les gardiens de la révolution d'Iran, le Hezbollah libanais, des milices irakiennes et afghanes. On sait que ce sont ces milices qui, au moment où nous parlons, donc j'insiste, des milices étrangères, qui tiennent en leurs mains le sort de 40 000 Syriennes et Syriens. Il s'agit d'une agression étrangère et on ne le souligne pas assez. C'est cette complexité-là qui rend, au fond, qui explique une forme d'indifférence ou de résignation ? Je crois qu'il y a 2 choses. D'abord, le régime et ses soutiens a tout fait pour qu'on ne comprenne plus rien à la Syrie, pour qu'on soit accablé, pour qu'on soit écœuré. On est dans une dynamique révolutionnaire, il n'y a pas de bons, il n'y a pas de méchants, il y a des crimes qui sont commis des 2 côtés, mais une révolution, quand elle ne va pas à son terme et qu'elle est combattue avec une telle barbarie, eh bien, ça donne cela. Et puis, n'oublions jamais,
et c'est l'historien qui parle, que quand pendant trop longtemps une population est victime, eh bien notre impuissance fait que nous retournons la culpabilité contre ces victimes et que nous finissons par accuser les victimes. Ça s'est passé dans l'histoire et je crains que ce soit en train de se dérouler pour Alep. Christophe Ayad, Jean-Pierre Philu, vous disiez à juste titre que Daesh avait été expulsé en janvier 2014 d'Alep, mais il y avait une autre force djihadiste, le Front al-Nosra, qui s'est rebaptisé ensuite Fatah al-Sham, et qui est affilié à Al-Qaïda. Le régime, les Russes, passent leur temps à parler de ce groupe. Est-ce que vous établissez un distinguo entre le Front al-Nosra et Daesh ? Est-ce qu'ils sont moins dangereux ? Ou est-ce que on avait affaire à des terroristes djihadistes internationalistes ? Là encore, il faut être très clair. À partir de quel moment Nosra commence vraiment à exister dans Alep ? Pas du fait de la population alépine, pas du fait des choix des différents groupes armés. Il commence parce qu'il y a un siège qui est abominable à l'été dernier, et que ce siège, il est brisé par le groupe que vous évoquez, et du coup, ce groupe intervient, si j'ose dire, dans la ville, presque porté par les Russes. Donc, de toute façon, que ce soit à Alep ou ailleurs, on voit bien que les Russes et leurs différents soutiens ne veulent pas cette alternative. Et que, actuellement, les personnes qui sont bombardées, qui sont menacées de mort ou de faim, ce sont des civils. Ce ne sont pas les combattants de tel ou tel groupe. Jean-Pierre Philu, comment est-ce que vous désignez ce qui est en train de se produire actuellement, cette évacuation-là, le terme est neutre, cette évacuation de population? Est-ce qu'au bout du compte, on n'est pas aussi dans un déplacement forcé? Certes, il s'agit de sauver des vies, mais la logique, est-ce qu'elle n'aboutit pas finalement à une sorte de... Mais vous voyez bien que ce sont les bourreaux qui ont choisi le calendrier et qui ont choisi les mots. S'il y avait le moindre respect pour le droit humanitaire, les populations en question pourraient rester où elles sont et se voir protégées selon les normes du droit international. Or, je rappelle qu'on leur a lâché sur le dos des milices étrangères, irakiennes, iraniennes, libanaises, afghanes, qui ont payé un tribut exorbitant à cette supposée victoire et qui vont évidemment se venger. C'est la logique de toutes les exactions miliciennes. Donc, ce qui est terrible, c'est qu'on ne donne le choix aux Syriennes et aux Syriens qu'entre la reddition ou la mort et qu'entre le départ, l'exil ou la disparition. Et je crains qu'après cette évacuation, si elle se déroule sans de nouvelles exactions, parce qu'il faut voir qu'ils sont formidables du côté d'Assad et de ses parrains. Ils annoncent une évacuation tous les jours qui n'arrive jamais. Et du coup, comment voulez-vous que les citoyennes et les citoyens de ce pays n'aient pas l'impression que cette évacuation a déjà eu lieu alors qu'elle n'est pas encore en cours? Et donc, je crains qu'il y ait une colonisation. Parce qu'il faudra bien récompenser tous ces combattants étrangers. Et je pense qu'on leur offrira des terres, des possessions, et que, une fois de plus, la Syrie sera livrée à ces étrangers. Et vous voulez dire que Alep va changer de population, c'est-à-dire ne va plus être c'est une ville majoritairement sunnite, un peu chrétienne, pas du tout ni chiite ni alaouite traditionnellement. On va parler de choses simples. C'est une ville arabe. Et les combattants dont on parle sont dirigés par des Iraniens qui ne le sont pas. La dernière intervention de l'Iran à Alep remonte au VIe siècle, bien avant l'islam. Donc pendant qu'on nous parle de différentes composantes confessionnelles de l'islam à l'intérieur du monde arabe, nous avons là un tournant majeur. De même qu'une intervention au sol, parce qu'il y a des combattants russes au sol, il ne faut pas se voiler la face, de la Russie, c'est sans précédent historique. Donc on voit que là, nous avons effectivement des nouvelles donnes. S'agissant du changement de population, on a d'ores et déjà un changement de population à l'œuvre dans le sud de Damas, où des quartiers entiers, justement parce que les gens, pour partir, pour payer les passeurs, ils sont obligés de vendre à vil prix leurs propriétés, leurs terrains. Et ce sont très souvent des Iraniens ou leurs prête-noms qui le font. Donc effectivement, nous avons non pas un changement démographique à l'intérieur des populations syriennes, mais intervention désormais
très clair d'un élément extérieur qui n'est pas arabe. Du coup, comment est-ce que vous percevez, comment est-ce que vous voyez cette tentative française de faire voter à l'ONU une résolution pour envoyer des observateurs sur place? On se dirige vers l'envoi de gens qui vont juste assister. Et vous voyez, vous avez déjà l'impression que cette résolution a été votée, alors qu'elle ne l'est toujours pas. Tout à fait, À 17h heure de Paris cet après-midi, on 17 saura heure de Paris, s'il y a un veto ou non. Elle commencera à être discutée. Hein, et puis chacun s'exprimera. Et vous voyez bien que pendant ce temps-là, on donne du temps aux bourreaux sur le terrain, qui peut-être sont en train de travailler. Mais je reviens sur la question de la France. Quelle chance le monde a d'avoir un pays comme la France qui continue de manière infatigable à l'ONU à essayer d'éviter l'horreur. Il faut voir qu'à chaque fois, tentative de trêve de 7 jours, veto russe et chinois, à chaque fois, il faut que ce soit la France qui remette sur le métier un minimum de respect du droit humanitaire. De façon inefficace. Très honnêtement, vous pensez que ces observateurs peuvent arriver à quelque chose sur place? Mais pour l'instant, nous n'avons rien. Oui. Donc tout ce qui sera mieux que rien sera mieux. Et surtout, ça signifiera que quelque part, les criminels qui aujourd'hui sont en toute impunité, qui ont peut-être déjà commencé une partie de leurs crimes, eh bien, ils savent qu'ils seront peut-être comptables. Et tout vaut mieux que cette impunité totale. Vous parlez parfois de crimes sans criminels identifiés. Pourtant, pour l'opinion publique internationale, il est clair que la maîtrise du ciel vient de la Russie. Il y a une responsabilité également écrasante. Vous savez, les Russes sont orfèvres en détournement de responsabilité. Ils ont quand même perdu la ville de Palmyre aux mains de Daesh, alors qu'ils l'avaient reconquise en mars dernier avec force propagande et concerts philharmoniques dans les ruines. Vous pensez qu'ils ont reconnu leur responsabilité? Non. Ils ont accusé l'Amérique. Ils ont dit que c'était les États-Unis qui, depuis Mossoul, avaient envoyé des commandos de Daesh pour s'emparer de Palmyre. Donc ne comptez pas sur Poutine et consorts pour reconnaître la moindre responsabilité dans le bain de sang qui continue. Parce qu'il faut voir que ce bain de sang, il ne fait que s'amplifier. Quand on parle de Bachar, vous l'avez rencontré, vous avez rencontré la dynastie, donc le père et le fils. Parlez-nous de Bachar, quel homme est-il et peut-il être attentif aux pressions internationales ou à ce qui se joue actuellement dans les chancelleries? Ça lui est indifférent. Bachar el-Assad est quelqu'un d'une intelligence assez limitée, qui est troublant et parfois, il l'a encore fait récemment, il fait des analogies sur le temps et l'histoire qui laissent absolument sans voix. Et je pense qu'il trouve très lumineux ce que lui-même dit. Il se parle beaucoup à lui-même. Mais c'est normal, c'est un système autiste. C'est un système qui s'est construit pour justement n'avoir aucune interférence digne de ce nom avec la population syrienne, vu qu'elle est supposée adorer son dictateur, sauf qu'on lui demande jamais son avis, mais c'est comme ça, et avec le reste du monde, vu que le reste du monde, soit il soutient inconditionnellement, comme la Russie et l'Iran, soit il est invalidé. Mais alors, Jean-Pierre Filieu, il y a quand même un problème, parce que Bachar el-Assad n'est pas très futé, effectivement, on l'a vu dans ses déclarations après ce qu'il appelle lui la libération d'Alep, où il philosophe de manière un peu incohérente. Et en même temps, les dirigeants syriens ont fait preuve d'un diabolisme absolument terrible depuis le début du soulèvement. Mais pas uniquement depuis le début du soulèvement. Depuis 1970 Donc, qui dirige la Syrie, et la prise du pouvoir par Assad, vous avez un système qui a été qualifié par le regretté Michel Serrat d'état de barbarie, qui se nourrit de tout, y compris le pire, et dont la principale force est la négation de sa population. C'est extraordinaire pour un régime de pouvoir ainsi opérer sans jamais se demander ce que les Syriennes et les Syriens pensent, et en allant jusqu'à expulser la moitié d'entre eux de leur territoire. Mais alors, qui dirige la Syrie? Qui pense tout ça? Qui fait tout ça? Il n'y a pas... C'est un système qui a derrière lui, ne l'oubliez pas, depuis 1970, près d'un demi-siècle. Eh bien, dans chaque demi-siècle, chaque jour de plus est un jour gagné. C'est très étonnant. On leur attribue une grande vision stratégique, alors qu'en fait, ce sont des survivants tactique. Et donc chaque jour, il faut être capable de faire le pire
Parce que ailleurs, il y aura des élections. Il y aura des réunions au Conseil de sécurité qui pourront, par un veto, permettre au régime d'aller de l'avant. Mais ça, je dirais que c'est pour la façade politique. Maintenant, soyons clairs, sur le terrain, ce n'est plus Assad qui dirige. On voit bien que le tempo des opérations à Alep a été donné dans les airs par la Russie et au sol par les Iraniens et leurs milices affidées. Précisément, Jean-Pierre Filiu, la relation entre Poutine et Bachar, quelle est-elle ? Il faut voir qu'ils ont beaucoup de points communs intellectuellement parlant. Ce sont tous les deux des héritiers. Ce sont tous les deux des personnes qui considèrent que le peuple est une conspiration internationale. Ils ont tous les deux une formation service de renseignement, ce qui conforte la tendance précédente. Et tous les deux doivent gérer un système mafieux en redistribuant aux différents grands barons ou grands gangsters une partie de la manne. Donc ils se comprennent assez bien. Mais on a vu une certaine nervosité de la part de Poutine à l'égard de Bachar el-Assad lorsque son armée s'est avérée incapable de remporter les succès que le soutien russe lui permettait d'espérer. Il faut bien savoir que si la résistance d'Alep a pu se prolonger, c'est parce que les unités théoriquement fidèles à Assad, eh bien, elles vendaient leurs armes et leurs munitions et leurs dotations aux insurgés de l'autre côté de la ligne, parce qu'elles-mêmes étaient généralement pas payées, très peu encadrées, et donc c'est de cela qu'on parle. Mais au niveau des deux personnalités, il y a tout de même, il y en a un qui a un ascendant sur l'autre. Mais la question n'est pas là, parce que si demain Assad devait partir, tout le monde considérait que c'est une défaite pour Poutine. Donc qui tient qui désormais ? À mon avis, c'est beaucoup plus Assad qui tient Poutine, même si c'est Poutine qui fait le travail à la fois militaire et diplomatique. Jean-Pierre Filiu, vous disiez, bon, il y a deux vrais vainqueurs sur le terrain. Ce sont les Iraniens, les Russes. Et Daesh. Laissons Daesh de côté pour le moment. Non, c'est quand même très important parce qu'on est censé... Est-ce que déjà les Iraniens et les Russes veulent la même Syrie et ont le même projet pour ce pays ? Non, bien sûr que non. Mais la question ne se pose pas parce que la bataille va continuer. Donc ce type de question se pose quand la bataille est terminée. Or, on voit bien que Daesh ressurgit, et ressurgit dans la ville d'où Russes et Iraniens l'avaient expulsé en mars 2016. Donc Palmyre. Ça veut dire que Palmyre. Et donc ça veut dire que ces discussions qui pourraient avoir lieu le jour où le conflit syrien s'achèverait n'auront pas lieu parce que le conflit syrien va continuer et que ce conflit va à chaque étape poser des questions opérationnelles qui feront que les buts de guerre, qui sont sans doute divergents entre l'Iran et la Russie, eh bien, ils n'entreront pas en collision parce que la guerre continuera et le martyre des Syriennes et des Syriens continuera aussi. Jean-Pierre Filiu, avant de faire une pause d'actualité, on vous entend, on vous écoute. La chute éventuelle de Palmyre, ce n'est pas la fin de la guerre en Syrie ? Ça va encore continuer ? Palmyre, la reprise de Palmyre par Daesh qui l'a reconquise, on a bien vu, Palmyre est tombée une fois aux mains de Daesh en mai 2015, est retombée aux mains du régime en mars, vient de retomber aux mains de Daesh, et ça n'était que des tours de passe-passe. Bien, on va faire une pause d'actualité sur les antennes de TV5 Monde, sur celle de RFI. Et puis, on va vous retrouver pour parler de la résolution, peut-être cet après-midi, de l'ONU pour l'évacuation. On vous retrouve dans quelques instants après ce point d'actualité sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. International, TV5 Monde, nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Filiu, professeur à Sciences Po Paris, spécialiste de la Syrie. Nous parlions de ce qui se passe à Alep. On voit quelques manifestations dans des capitales du monde en soutien pour qu'il n'y ait pas ce silence assourdissant. C'est bon signe? Est-ce que les dirigeants politiques peuvent être sensibles à ce début de mobilisation de l'opinion publique? Je crois que c'est surtout bon signe sur l'état de l'humanité. Que ça veut dire que face à une telle horreur, on n'est pas complètement à ne rien vouloir voir ni entendre. Mais on voit bien que ce sont des cortèges limités, quelques centaines, quelques milliers de personnes. Je crois que c'est très important pour les gens qui vivent ce calvaire à Alep de savoir qu'ils ne sont pas... Le savent-ils ?
Oui, ils le savent. Ouais. Ils le savent. Ce calvaire n'est pas ignoré de tous. Donc ça leur donne un petit réconfort moral. Il faut savoir que non seulement ils ont faim, mais ils ont froid. Mais c'est ce sentiment d'abandon qui a toujours été le pire dans leur douleur. Cet après-midi, on le disait, enfin dans quelques heures, réunion donc à l'ONU autour de ce projet humanitaire d'évacuation et d'envoi d'observateurs. Est-ce qu'il est imaginable, François Hollande disait, je n'ose même pas l'imaginer, que la Russie mette encore un veto cette fois-ci dans quelques heures? Il est toujours imaginable, non seulement que la Russie, mais que la Chine mette un veto en considérant que différents intérêts du régime, voire désormais de l'Iran, qui s'est invité dans cette négociation déjà complexe, ne soient pas respectés. Donc là encore, que la France continue à œuvrer ainsi, c'est tout à l'honneur de sa diplomatie. On a parfois parlé du tombeau, Alep étant le tombeau de l'ONU. Est-ce que l'ONU est en train de devenir une sorte de société des nations autobloquante qui ne parvient pas à peser sur les cours des crises mondiales? Là, la Syrie est effectivement la démonstration chaque jour. Et si j'ose dire, c'est encore pire que ce qui se passe en Syrie. Parce que cela veut dire que les normes élémentaires, on parle de principes de base de la vie internationale et du droit de la guerre, peuvent être systématiquement piétinés et violés sans qu'il y ait la moindre réaction. Je rappelle que l'ONU elle-même a été frappée en septembre 2016 lorsqu'un convoi humanitaire de l'ONU à destination d'Alep a été bombardé pendant 2 heures. La seule aviation qui a des moyens de bombardement nocturne, c'est l'aviation russe. Et il n'en est pas sorti une condamnation claire de l'ONU. C'est pour ça qu'effectivement, ces crimes sans criminels me paraissent encore plus troublants, encore plus dévastateurs pour la crédibilité du système international. Et n'oublions pas que les premiers bénéficiaires de cette décrédibilisation, c'est Daesh et ce sont les djihadistes avec leur propagande. Christophe Ayad, Le Monde. Oui, justement, vous disiez que Daesh était le vainqueur un peu de... Enfin, pas le vainqueur, mais celui qui allait profiter de la chute d'Alep. En quoi, comment? Déjà, quand vous ne participez pas à un combat et que vous êtes celui qui en tirait les principaux bénéfices politiques, vous êtes vainqueur. Vu que, je le rappelle, Daesh n'était plus à Alep depuis janvier 2014. On voit bien que le parallélisme qui a été fait pour de très mauvaises raisons entre Alep pour la Russie et Mossoul pour les États-Unis, il a laissé intact le cœur de l'appareil de Daesh, donc la vallée de l'Euphrate, et Raqqa, la ville même où l'État islamique en Irak et en Syrie, donc sous son acronyme arabe Daesh, a été proclamé. On le voit bien, Aden, dans les images il y a quelques minutes, sinon le Pakistan, sinon encore d'autres lieux. Donc une capacité d'inspiration, de recrutement, de mobilisation qui évidemment va s'accroître du sentiment d'abandon total de tous les principes humanitaires quand il s'agit de musulmanes et de musulmans. Et n'oublions pas que d'ores et déjà, cela fait 1 semaine que Daesh s'est emparé de nouveau de Palmyre et que toutes les belles âmes qui célébraient la grande victoire de Poutine au nom de la civilisation, on ne les entend plus du tout quand le retour est aussi cinglant contre. Vous pensez qu'après la prise éventuelle de Mossoul, qui prendra peut-être des mois, Raqqa n'est pas un objectif atteignable? Je pense que nous pensons mal. Raqqa devait être la priorité absolue. Je l'ai dit, je l'ai créé. Raqqa en Syrie. Mais Raqqa pourrait être... L'important, c'est que Raqqa est le centre de la planification terroriste. Et on le sait. On a encore Boubacar el-Hakim, dont j'avais dénoncé la responsabilité comme cerveau inspirateur, donneur d'ordre, appelons-le comme vous voulez, des attentats qui ont ensanglanté la France. Il a été tué à Raqqa il y a quelques jours. Et donc, au lieu de se tourner, comme ça aurait pu être le cas dès novembre 2015, après les attaques du Bataclan, de Saint-Denis, des Terrasses, contre Raqqa, on s'est enlisé dans cette bataille de Mossoul que l'on croit gérable parce qu'elle est, entre guillemets, classique. Et on a laissé les Russes faire ces horreurs à Alep,
alors que Raqqa continue de prospérer. Donc, Sophie Malibaud. vous ne partagez pas ce constat qui est fait par certains en cette fin d'année 2016 d'un recul un peu général de l'organisation de l'État islamique, puisqu'ils ont été défaits à Sirte tout récemment, et qu'il y a un recul sur le terrain apparemment quand même matériel. Oui, mais la question, c'est que nous ne faisons pas face à une armée classique qu'on défait sur le terrain. Nous sommes face à un acteur du XXIe siècle qui a besoin d'ancrages territoriaux, mais qui, de toute façon, développe le plus clair de son action nocive par des réseaux transnationaux qui, eux, sont déterritorialisés, voire dématérialisés. Donc il faut agir sur les deux dimensions à la fois. Et on voit bien qu'il fallait une priorité. Cette priorité, c'était de frapper à la tête, c'était de frapper Raqqa. Et Sirte, c'est important. Mossoul, pourquoi pas. Mais imaginez qu'après le 11 septembre 2001, après les attentats contre Washington et New York, eh bien la coalition ait pris Kaboul et se soit arrêtée là. C'est exactement le type de situation dans laquelle on est. Que Kandahar soit demeuré aux mains d'Al-Qaïda, que Ben Laden et Zawahiri aient pu continuer à donner des instructions dans le monde entier. Mais on aurait eu des vagues d'attentats terribles. Et c'est cette myopie, cette incapacité à comprendre la dynamique de Daesh, à raisonner en termes de flux et non pas de stock, qui me fait dire que les reculs évidents sur le terrain ne peuvent pas signifier la fin de Daesh. Jean-Pierre Fillon, est-ce qu'il faut précisément redouter une vague d'attentats en Europe à la suite de cela? En Europe et ailleurs. Et ailleurs, oui. Il faut voir que au moment où nous parlons, les images abominables d'Alep sont utilisées par les sergents recruteurs de Daesh pour dire, voilà, c'est ça vos droits de l'homme, c'est ça l'ONU, c'est ça vos démocraties. C'est laisser des femmes et des hommes se faire massacrer, affamer. Ce discours, il est terrible, car Daesh, de toute façon, tue beaucoup plus de musulmanes et de musulmans que d'autres. Mais c'est ça qui marche. Et c'est ça qui est tout à fait inquiétant, parce qu'on va relancer la dynamique de recrutement, alors qu'une mobilisation conséquente désignant Daesh, et uniquement Daesh, comme le responsable à abattre, nous aurait permis non seulement d'affaiblir les djihadistes, mais d'endiguer ce type de recrutement. Quelle est finalement la stratégie des Russes par rapport à Daesh? Parce qu'on ne peut pas imaginer que la Russie profite de la prolifération des djihadistes. Et pourquoi vous ne pouvez pas imaginer? Et pourquoi? Dans la tête de Poutine, comme dans la tête des Syriens ou des Égyptiens ou des Algériens du temps d'Al-Qaïda, eh bien Daesh fonctionne comme un formidable aspirateur qui permet de purifier la Russie des mauvais éléments qui pourraient devenir djihadistes. Donc ils veulent qu'il y ait un Daesh quelque part qui continue à attirer. Et ils ont l'impression que de toute façon, si attentat il y a, ce sera dans les pays arabes, ce sera en Turquie, ce sera en Europe, mais pas chez eux. Donc on voit bien que 95% des frappes russes en Syrie n'ont jamais touché Daesh. On voit bien qu'actuellement, toute leur machine militaire, elle est concentrée sur Alep, alors même que Daesh a repris Palmyre. Comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'il y a complot ou création, je dis que très consciemment, pour Poutine, Daesh présente des avantages à exister parce qu'il permet, selon lui, c'est le raisonnement exactement inverse qui est tenu en Europe, de débarrasser la Russie des éléments qui pourraient être tentés par l'action terroriste. Christophe Ayad, Le Monde. Jean-Pierre Fillon, avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui lui a affiché le fait qu'il voulait travailler avec Poutine, avec le fait que le candidat de droite conservatrice en France, lui, veut carrément travailler avec Assad et Poutine aussi, est-ce qu'on va vers un grand retournement complet des positions, même si Obama et Hollande n'ont pas été très efficaces, ils n'étaient pas dans le même camp. Là, on a l'impression que l'Occident va se retrouver dans le camp de la Russie, de l'Iran, de Damas. D'abord, il y a une élection qui est faite et l'autre qui ne l'est pas encore. Donc on ne peut pas préjuger le résultat. Et je trouve d'ailleurs que Mais disons, il y a deux candidats importants à la présidentielle, celui de la droite et celui du Front National, qui affichent leur sympathie
Et vous oubliez celui de la gauche de la gauche. Et celui de la gauche de la gauche. Ça fait Mélenchon. Ça fait effectivement 3 candidats importants. Oui. Mais revenons aux faits actuels. Il y a d'abord une évidence qu'il faut vraiment souligner, c'est que Poutine n'a pas confiance en Trump. Sinon, il aurait attendu l'élection de Trump pour lancer la curée sur Alep. Donc, il prend. Il ne veut pas qu'on lui donne. Ça, c'est un message qui devrait être reçu avec beaucoup de fermeté à Washington et qui s'adressera à tous ceux qui, après, prétendraient traiter et dont on verra qu'on les traitera et qu'on n'attendra pas leur blanc-seing pour avancer. La deuxième chose, c'est que vous ne pouvez pas mettre Obama et Hollande sur le même plan. François Hollande défend avec constance, jusqu'à aujourd'hui, la seule position digne d'un monde civilisé en Syrie. Barack Obama a laissé faire, reculade sur reculade. Ça a commencé en août 2013 avec la ligne rouge qu'il avait tracée sur les armes chimiques. Qui devait être la limite absolue et qui ne l'a pas été. Non seulement ça n'a pas été, mais on a récompensé Bachar el-Assad en le mettant au cœur d'un dispositif international dont il était justement le garant. Donc on voit bien... Les arguments d'Obama, comme quoi il ne pouvait pas envoyer des troupes au sol et s'impliquer dans un nouveau conflit Mais personne ne lui a demandé d'envoyer des troupes au sol. Vous voyez, ça, c'est... Obama a un vrai problème avec l'histoire. Je pense qu'il a beaucoup de talent, mais l'histoire avec un grand H, il ne le sent pas. C'est pas. Il avait dit des révolutionnaires syriens, on ne peut pas faire une révolution avec d'anciens fermiers, d'anciens professeurs et d'anciens médecins. Mais comment les États-Unis se sont-ils libérés de la Grande-Bretagne, si ce n'est avec d'anciens fermiers, d'anciens professeurs et d'anciens médecins? Donc il raisonne en termes d'État. Au fond, ces peuples, ça lui fait beaucoup plus peur qu'autre chose. Et au fond, l'Europe l'ennuie parce qu'il veut s'entendre directement avec Poutine. On a vu le résultat. À chaque fois qu'il a voulu s'entendre avec Poutine, il a été humilié. Et il y a quelques jours, le ministre américain des Affaires étrangères s'est symboliquement agenouillé pour demander la compassion des maîtres du Kremlin à Alep. Mais dans un monde où il y a des règles, on ne demande pas au bourreau la pitié, on applique les règles. Et Obama, nous l'oublions jamais, est encore l'homme le plus puissant du monde pendant 1 mois. Son attitude est absolument honteuse. Elle ne fait que préparer une transition avec Trump qui, à mon avis, s'inscrira beaucoup plus dans le droit fil des abandons et des reculades d'Obama que dans le cadre d'un grand retournement dont je vois mal, en tout cas en Syrie, les contours. Mais quelle était son alternative à Obama? La politique. Il y a une politique entre le tout de Bush et le rien d'Obama. Mais ça veut dire effectivement réfléchir. Ça veut dire travailler avec des forces qui ne sont pas des États. Ça veut dire essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la société syrienne. Or, on voit bien que les États-Unis, au fond, c'est pas qu'ils sont horrifiés par ce qui se passe à Alep. Ils sont fatigués. Ils voudraient que ce soit fini pour qu'on passe à autre chose. C'est terrible, parce que Poutine, lui, bombarde, mais au fond, Obama, il fait plus que laisser faire. Il portera des responsabilités historiques dans cette situation syrienne? C'est accablant. C'est accablant. Je citerai simplement des amis syriens sous des bombardements à Alep. J'étais avec eux, c'était à l'été 2013. Et tout ce qui nous tombait dessus était russe. Tout. Les balles, les roquettes, tout. Mais à un moment, ils disaient, au moins les Russes, ils aident leurs amis. Pas plus. Il y a eu une attente d'Obama, il y a eu cette attente de la communauté internationale. C'est quand même l'homme le plus puissant du monde. Donc ça a quelques avantages, mais ça a aussi des responsabilités. Et on voit bien que ces responsabilités, il ne les a jamais assumées, bien au contraire, vu qu'à chaque fois, par ses reculades, il a donné un feu vert à Poutine et à l'Iran. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire concrètement? Détruire l'aviation d'Assad au sol, livrer des missiles sol-air aux rebelles, ou envoyer carrément des hommes
qui auraient abattu des avions. Des conseillers, comme on dit. Voilà, des conseillers, ou des gens. Là encore, vous êtes, si je puis me permettre, dans le tout ou rien. Il fallait que quelque part en Syrie, cette alternative de Syriennes et de Syriens qui ne voulaient pas vivre sous la coupe d'Assad ou sous la férule de Daesh, elle soit préservée. Donc il fallait une no-fly zone, comme on dit. Par exemple, ou alors donner effectivement les moyens aux forces locales d'empêcher les bombardements. Mais au lieu de cela, on a édicté des lignes rouges qu'on n'a jamais fait respecter. Et c'est pas pour revenir toujours sur août 2013, mais quand votre parole n'est pas suivie des faits, ça prend quelques secondes pour détruire votre crédibilité, mais ça prend des années pour la reconstruire. Et là, Trump aura beaucoup de travail parce que la crédibilité actuellement de l'Amérique en Orient, elle est proche de zéro. Et en même temps, on entend Obama qui se réveille, qui dit « Ah, mais la Russie est une puissance faible. » Mais alors, si c'est une puissance faible, pourquoi avez-vous agi avant ? Est-ce que Trump peut faire quoi que ce soit de différent d'Obama, sachant qu'il y a quand même, pour les Américains, cet épouvantail qui est l'Iran vis-à-vis d'Israël ? Est-ce qu'il va, une fois qu'il va se retrouver avec l'Iran, puissance régionale aussi implantée que ça, est-ce qu'il va finalement se rapprocher autant des Russes qu'il le dit ? Je l'ai écrit sur mon blog du Monde, ainsi Proche-Orient. C'est la première et la dernière fois que je plains Trump. Il n'a que des mauvais choix devant lui. Mais ça, je le rappelle, la Maison-Blanche, c'est pas une partie de plaisir, c'est décidé. Et effectivement, on ne peut pas faire une chose et son contraire. Or, actuellement, chacune des options qu'il a devant lui implique aussi son contraire. Assad ne va récupérer que des ruines à Alep. Quel est l'avenir de ce pays en termes d'unité, en termes économiques, en termes sociaux ? Est-ce que ce pays peut fonctionner dans un avenir prévisible ? Là, pour l'instant, il fonctionne en économie de guerre. Et c'est très profitable pour Assad et la bande de gangsters qui l'entourent, qui ne sont pas des gens qui bénéficient d'une économie productive et qui, en revanche, se repaissent de cette économie de guerre. Donc on voit bien que très consciemment, il a accumulé les ruines. Très consciemment, il a expulsé une bonne partie de la population et que nulle part la reconstruction n'est à l'ordre du jour. La reconstruction ne pourra intervenir qu'après Assad. Ce n'est même pas un jugement moral, c'est une évidence. Les zones qui ont été reprises par le régime, on parle par exemple de la vieille ville de Homs en 2014, sont toujours à l'état de ruine aujourd'hui. Donc il n'y a aucune volonté, bien au contraire. Et l'après-Assad, c'est quand ? L'après-Assad sera quand les Syriennes et les Syriens pourront enfin vivre sans craindre pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Assad ne sera jamais lâché par Poutine, par les Russes. Il y aurait peut-être une tentation de le vendre dans je ne sais quel grand marchandage international. Mais pour cela, il faudrait que de l'autre côté, un rapport de force autrement plus conséquent soit établi. Et de toute façon, on arrive à ce moment-là à ce que Christophe Hayad décrivait. Il y a une contradiction avec l'Iran qui ne pourra jamais trouver un président arabe aussi complaisant, voire aussi complice d'une intervention iranienne aussi profonde dans ce pays. Christophe Hayad. Est-ce que, avec la chute d'Alep, l'arrivée de nouveaux réfugiés, peut-être en Turquie, une partie à Idlib, mais d'autres en Turquie, on peut s'attendre à une nouvelle vague de réfugiés en Europe ? Quelle va être l'attitude de la Turquie, qui a été très discrète pendant toutes ces dernières semaines sur la chute d'Alep et sur le règlement un peu honteux de la fin, enfin très honteux? Il n'est toujours pas réglé. Et on sait que la Turquie est engagée. Là aussi, que la Turquie et la Russie négocient directement. Sans les États-Unis, sans l'ONU, c'est une humiliation pour les États-Unis et une faillite pour l'ONU sans nom. Qu'après, en plus, cet accord ne soit pas suivi d'effet sur le terrain, parce que l'Iran se rappelle au bon souvenir de tout le monde et impose ses propres conditions. N'oublions jamais qu'au moment où nous parlons, c'est l'Iran qui bloque l'évacuation des quelques 40 000 civils encore retranchés dans Alep. Donc la Turquie, c'est le point d'interrogation.
C'est le vrai point d'interrogation. Et l'Europe, c'est un euphémisme, n'a pas vraiment bien joué les cartes qu'elle avait à destination de la Turquie, vu que soit elle l'humilie, soit elle vient en position de quémandeur pour justement que les réfugiés soient bloqués. Donc on verra de ce qui se passe entre la Turquie et la Russie. Est-ce que ça se fera sur le dos des Kurdes? Est-ce que ça se fera justement par une offensive en direction de Raqqa? Pourquoi pas? C'est aussi possible. Ce serait peut-être le scénario le plus profitable que de cet accord, eh bien, on ait enfin une poussée dans la vallée de l'Euphrate qui permette d'éliminer le foyer de propagation djihadiste qu'est Raqqa. Quelle est la nature du chantage qui se joue actuellement, justement, de ces nouvelles conditions, enfin ces conditions imposées par l'Iran, qui souhaite donc la levée de sièges de 2 localités chiites dans la province d'Idleb? La nature, elle est très simple. C'est que l'Iran dit « Nous avons payé le prix du sang pour la chute d'Alep. Nos milices l'ont payé. Nous sommes une partie au conflit. Les 2 localités en question sont à une 50aine de kilomètres. Donc, il n'y a aucun lien en termes militaires. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas ces localités, ils inventeraient autre chose. Ce qu'ils veulent dire, c'est que nous sommes maintenant en position de bloquer quoi que ce soit qui n'aurait pas notre aval explicite parce que nous avons payé le prix du sang sur le terrain. Est-ce que ça veut dire que la diplomatie mondiale est durablement bloquée à l'ONU, que ça ne marchera plus? Ni les résolutions, ni des décisions, par exemple, d'intervention. La machine est enrayée? Je crois surtout qu'il y a un certain manque de courage. Stéphane de Mistura, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, n'a pas mis les pieds à Alep. Il rend compte de la situation d'Alep depuis les bords du lac Léman en vidéoconférence. C'est plus qu'insensé, c'est immoral. Il fallait que l'ONU aille à Alep, de toute façon, à n'importe quel prix. Et on se serait rendu compte qu'à ce moment-là, le simple fait d'engager la sécurité d'officiels de l'ONU aurait fait que Obama et d'autres auraient trouvé plein de moyens qu'on ne trouve pas pour 40 000 Syriennes et Syriens. Et c'est pour ça que la résolution sur les observateurs impartiaux est tellement importante, même si elle peut paraître dérisoire par rapport à l'ampleur de la tragédie. C'est qu'enfin, le monde dira « nous reprenons pied à Alep ». Et il n'y a pas que les bourreaux, il n'y a pas que les égorgeurs, il y a aussi des gens qui peuvent témoigner et éventuellement éviter d'autres exactions. C'est pas déjà trop tard? Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a 40 000 femmes et hommes qui souffrent et qui attendent, il faut faire quelque chose. Est-ce que la prochaine cible des bombardements russes avec l'armée de Bachar al-Assad, ça risque pas justement d'être cette ville d'Idleb? Oui et non. On voit qu'il y a différentes options. C'est effectivement le dernier bastion constitué après Alep. Mais si Daesh continue de se promener dans les rues de Palmyre, si, comme il apparaît que c'est le cas, ils vont bien au-delà de Palmyre, en direction de Homs, donc de l'axe central de la Syrie, qu'ils auraient apparemment mis la main sur des matériels de nouvelles technologies qui, soi-disant, ne devaient jamais tomber dans de mauvaises mains, ben, à mon avis, Poutine, l'Iran et Bachar vont être obligés de réviser leur plan assez vite. Jean-Pierre Filiu, merci d'avoir accepté d'être l'invité d'International. Vous enseignez, je le disais, vous êtes également chercheur, et vous nous proposez également ce 3e tome des meilleurs ennemis. On aura reconnu qui sont ces meilleurs ennemis, notamment avec les États-Unis. Merci d'avoir été dans Histoire des relations entre les États-Unis et le Moyen-Orient. Merci d'avoir été avec nous. Vous pourrez suivre les développements de cette actualité, notamment du vote à l'ONU dans les journaux de TV5 Monde, dans ceux de RFI, et naturellement demain dans le quotidien Le Monde. Nous allons nous quitter quelques jours, le temps des vacances de fin d'année, puis nous vous retrouverons en pleine forme, nous l'espérons, en début d'année 2017, année que nous vous souhaitons d'ailleurs tout à fait excellente. Merci de votre fidélité.